Bienvenue sur la chaîne Evolution Keys, je suis Cédric. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du formaldéhyde. J'aborde ce sujet en rapport avec l'eau de consommation, vis-à-vis de la mini-série de vidéos que je fais sur ce sujet. Mais comme d'habitude, je vais aussi aborder des informations complémentaires qui sont connectées au sujet principal. Et aujourd'hui, il s'agira des plantes dépolluantes. Il est couramment conseillé d'éviter d'exposer les bouteilles d'eau que l'on boit ou que l'on va boire à des températures supérieures ou égales à 30 degrés Celsius pour éviter le passage dans l'eau de composés liés au plastique. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas laisser au soleil une bouteille d'eau que l'on compte boire. Pourtant, dans les circuits de distribution commerciale, l'eau est encore parfois stockée en extérieur, c'est-à-dire qu'il est courant encore à l'heure actuelle, que les palettes d'eau à boire ne sont pas stockées dans des hangars adaptés, mais dans des racks à l'air libre en extérieur du magasin concerné. Prêter attention au quotidien à ne pas laisser une bouteille d'eau exposée à la lumière solaire est une bonne chose, parce que mieux vaut ne pas aggraver le degré de contamination potentielle d'une eau en bouteille. D'autant plus que votre eau en bouteille pourrait éventuellement avoir déjà été exposée au soleil assez longtemps, et ce malgré vous, avant que vous ne l'achetiez. Quand vous buvez une bouteille d'eau et qu'elle a un fort goût de plastique, très souvent c'est parce que des éléments chimiques artificiels ont migré du plastique de la bouteille dans l'eau de consommation. Plus une bouteille est exposée au soleil et plus ceci augmente le phénomène. On entend souvent dire qu'on associe ce goût à une molécule ou à une autre, mais surtout à deux, le formaldéhyde et l'acétaldéhyde. Bien sûr, si ces deux molécules sont passées dans l'eau, bien évidemment d'autres peuvent aussi y être passées. À l'inverse, l'absence d'un goût de plastique dans l'eau ne signifie pas pour autant l'absence de formaldéhyde, d'acétaldéhyde ou d'autres molécules toxiques dans votre eau de consommation. Parce qu'il se peut que ces deux molécules, de même que d'autres, se trouvent dans votre eau, mais en des quantités se situant à un seuil indétectable pour vous, c'est-à-dire que vos sens de perception peuvent ne pas être assez développés pour être en mesure de détecter la présence de ces substances dans votre eau. Dans cette vidéo-ci, je vais parler du formaldéhyde, je parlerai de l'acétaldéhyde et de l'alcool dans la prochaine vidéo. Vous comprendrez à ce moment-là pourquoi je parlerai de l'alcool en plus de l'acétaldéhyde. Ce sera d'ailleurs un gros sujet que je traiterai de façon très complète car il est très important. Le formaldéhyde peut être trouvé sous différents noms, par exemple méthanal, aldéhyde formique, formol ou encore formaline. Le formaldéhyde est une substance ubiquitaire, c'est-à-dire que c'est une molécule qui peut aller dans tous les types différents de cellules d'un être vivant. Dans la nature, on trouve le formaldéhyde sous forme de gaz. Le formaldéhyde est un gaz inflammable. Artificiellement, le formaldéhyde peut être extrait puis mélangé à un composé aqueux. On parle alors par exemple de formol. Quand on parle de formol, on parle donc d'une solution aqueuse dans laquelle est diluée des molécules de formaldéhyde. Pour être plus exact, le formol est un soluté aqueux contenant 3 à 4% de formaldéhyde. Mais des concentrations plus élevées de formaldéhyde peuvent se retrouver dans d'autres types de solutions. Par exemple, la formaline contient 37% de formaldéhyde. Le formaldéhyde est très connu pour ses nombreuses utilisations en médecine vétérinaire ou humaine. Par exemple, en médecine vétérinaire, le formaldéhyde peut être utilisé comme désinfectant dans des pédiluves. D'ailleurs, en tant que désinfectant, le formaldéhyde a déjà été utilisé dans l'atmosphère d'usines de production pharmaceutique. Le formaldéhyde est aussi utilisé en tant que conservateur, pour des cadavres ou pour certains échantillons biologiques, autant d'animaux que d'humains. La conservation de parties corporelles biologiques mortes, c'est-à-dire sans activité, sans vie, peut être destinée, par exemple, aux dissections que réalisent des écoles de médecine. Dans la thanatopraxie, qui est une technique de soins de conservation du corps de personnes décédées, le formaldéhyde peut être utilisé pour embaumer des corps, dans le but de mieux conserver un corps, temporairement, en attente d'une cérémonie d'enterrement ou de crémation. Le formaldéhyde est aussi utilisé dans certains traitements médicaux traitant les verrues. Le formaldéhyde peut aussi être utilisé en dentisterie. Il peut être utilisé sous sa forme directe, c'est-à-dire sous sa forme première, de molécules de formaldéhyde, ou sous une forme dérivée, telle que le paraformaldéhyde ou encore le polyoxyméthylène.
Quand le formaldéhyde est utilisé en dentisterie, c'est essentiellement au sein de protocoles qui ont été créés pour obturer des canaux de dents dévitalisés, mais c'est une pratique que je ne recommande pas. En termes de soins dentaires quotidiens, le formaldéhyde a déjà été intégré dans des dentifrices. Cependant, il peut être intéressant de savoir qu'aux États-Unis d'Amérique du Nord, l'usage du formaldéhyde dans des dentifrices a été interdit au début des années 1980. Le formaldéhyde peut également être présent dans des combustions incomplètes, des combustions de substances contenant du carbone. En effet, on a déjà décelé la présence de formaldéhyde dans la fumée de feux de forêt ou encore dans des gaz d'échappement de véhicules. Dans l'air intérieur des habitations, le formaldéhyde peut être émis par divers types de colle non naturels. Il semble d'ailleurs que l'air intérieur des habitations contient généralement plus de formaldéhyde que l'air extérieur. Ceci résulte du fait que le formaldéhyde est souvent utilisé dans la production de produits chimiques artificiels, c'est-à-dire produits par l'homme. L'utilisation du formaldéhyde dans la production de produits chimiques conçus par l'homme semble être plus de 50% du total des usages du formaldéhyde. C'est pour cette raison que l'on peut en retrouver dans un grand nombre d'objets, comme par exemple dans des colles à tapisserie, des colles à moquette ou encore dans des bouteilles en plastique. Le formaldéhyde peut aussi être utilisé dans des procédés de fabrication qui ont pour but d'obtenir des résines thermodurcissables. Ces résines sont souvent utilisées dans les colles permanentes, comme celles utilisées dans la fabrication d'agglomérés, de contreplaqués, de laine de verre, de tapis ou encore pour former des mousses synthétiques, dont les mousses de polyuréthane. Le formaldéhyde peut aussi être utilisé dans la fabrication de certaines peintures. Il y a un risque potentiel que certaines personnes utilisent le formaldéhyde pour la conservation de toutes sortes de produits à destination humaine, bien qu'actuellement, utiliser du formaldéhyde dans ce but soit illégal et donc interdit. Si je dis qu'il y a un risque potentiel, c'est parce que ceci s'est déjà vu par le passé et a d'ailleurs généré des scandales dans de nombreux pays. Préférer une nourriture biologique, éthique et une cuisine faite par soi-même réduit considérablement le fait d'être exposé à de tels égarements. Je n'ai pas tout dit à propos du formaldéhyde. Je n'ai pas cité tous les domaines dans lesquels il est utilisé. Je n'ai pas non plus cité tous les produits dans lesquels vous pouvez en retrouver. Mais tout ce dont je vous ai parlé vous donne déjà une idée d'à quel point le formaldéhyde et ses dérivés sont actuellement utilisés dans un grand nombre de domaines pour toutes sortes d'applications. Il semble que le formaldéhyde est aussi produit dans l'atmosphère terrestre, sous l'action des rayons solaires et du dioxygène, par le biais d'une oxydation photochimique de composés organiques volatiles d'origine naturelle qui se retrouvent présents à un moment donné dans la troposphère de la planète, comme le méthane, l'isoprène, etc. Le formaldéhyde semble aussi être produit dans l'atmosphère terrestre par l'irradiation solaire des substances humiques présentes dans l'eau. Toujours dans la nature, les processus de décomposition de matière organique semblent également produire du formaldéhyde. Par exemple, lors des premiers stades de décomposition des résidus végétaux dans le sol. Ceci concerne aussi les bactéries, les algues, etc. Le formaldéhyde est une molécule qui est naturellement présente dans le corps humain puisqu'il est un produit du métabolisme normal du corps, notamment lors de la fabrication d'acides aminés. Mais les niveaux de formaldéhyde endogène, produits par voie métabolique humaine, varient d'environ 3 à 12 nanogrammes par gramme de tissu humain. Cette très faible quantité de formaldéhyde endogène ne s'accumule pas dans l'organisme parce que le formaldéhyde endogène est rapidement métabolisé, c'est-à-dire que dès qu'il est produit, il est aussitôt utilisé pour les opérations nécessaires dans lesquelles sa présence est requise. De plus, il convient de savoir qu'une sorte de système de sécurité, si je puis dire, fait que du formaldéhyde présent en excès dans le corps, en excès car non utilisé au cours de processus métaboliques, est rapidement éliminé dans les urines et dans l'air expiré. Ainsi, la durée de vie à l'état pur du formaldéhyde est très courte dans l'organisme et toute présence en excès est aussitôt prise en charge par le corps. Le formaldéhyde exogène, lui, il s'introduit dans le corps humain par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée. Le formaldéhyde exogène qui pénètre dans le corps par ingestion est rapidement absorbé par le tractus gastro-intestinal. Le formaldéhyde inhalé, lui, il semble être facilement absorbé par les voies respiratoires supérieures et il ne semble pas pouvoir se répartir dans tout l'organisme humain en raison de la rapidité à laquelle il est traité par le corps. Sans vous expliquer le processus exact
de biodégradation du formaldéhyde dans le corps humain, sachez que le formaldéhyde exogène s'élimine du plasma humain en 1 à 1 minute et demie environ. Chez l'être humain, on a déterminé que le foie pouvait transformer 22 mg de formaldéhyde en dioxyde de carbone par minute. Cette capacité de traitement du formaldéhyde par le foie est une capacité importante pour la santé humaine. C'est une capacité de régulation du formaldéhyde dans le corps humain qui est très importante parce qu'on peut trouver du formaldéhyde dans divers aliments naturels, dont certains qui sont très connus pour être très sains pour l'être humain. Par exemple, une seule pomme, habituellement, contient environ entre 420 et 1500 microgrammes de formaldéhyde. Le système de traitement du formaldéhyde par l'organisme est donc nécessaire afin d'être en mesure de réguler la quantité de formaldéhyde dans le corps pour que ne soit présent dans le corps seulement la quantité requise pour les besoins de l'organisme. Une question peut se poser. Si cette capacité de traitement du formaldéhyde exogène existe dans le corps humain, pourquoi donc dit-on que le formaldéhyde est un toxique à éviter ? Tout simplement parce que les équilibres naturels peuvent être perturbés par des pratiques humaines. Par pratique humaine, j'entends le fait d'exposer l'être humain par un biais ou un autre à du formaldéhyde, et ce à des seuils qui sont très loin des seuils naturels. À ce moment-là, ce qui est anodin lorsque l'être humain évolue en harmonie avec la nature peut alors devenir dangereux. Comment cela devient-il dangereux ? En exposant l'être humain, ou l'animal d'ailleurs, à des doses si élevées qu'elles ne sont plus gérables pour la capacité de traitement du moment du formaldéhyde exogène par le corps de l'être concerné. En d'autres termes, l'être humain, par ses pratiques industrielles, a exposé l'ensemble de la société moderne à des quantités de formaldéhyde qui ne sont pas du tout les quantités de formaldéhyde naturelles vis-à-vis desquelles le corps humain est équipé de sorte à pouvoir réguler ce dernier. Nous savons que le corps humain est capable de s'adapter et de produire des transformations qui sont tant évolutives que positives pour lui-même. Donc il est très probable qu'une adaptation a peut-être déjà eu lieu chez de nombreux individus, mais probable ne veut pas dire certain. D'autant plus que chaque être humain évolue à son propre rythme. Donc, si une adaptation adéquate n'a pas eu lieu, le système de régulation du formaldéhyde dans le corps de la personne concernée peut être dépassé. Si il est dépassé, le formaldéhyde comporte des caractéristiques qui font que s'il n'est pas pris en charge, il peut potentiellement causer de sérieux troubles à la santé. À ce jour, il a déjà été observé chez l'être humain l'apparition de troubles liés au formaldéhyde qui peuvent être très graves. Tout ceci concerne également d'autres substances. Comme je vous l'ai fait comprendre auparavant, dans l'absolu, comme pour bien des choses, y compris tout ce qui peut potentiellement troubler la santé de l'être humain, il est tout à fait envisageable que le corps humain évolue. La capacité d'évolution du corps humain est quelque chose qui existe et qui peut réellement lui permettre de ne pas ou de ne plus être perturbé par une substance. Ceci dit, tant que vous ne savez pas avec certitude que votre corps est évolué au point qu'il est impossible qu'il soit perturbé par quoi que ce soit qui pourtant peut potentiellement en perturber d'autres là où ils en sont dans leur propre degré d'évolution, donc tant que vous n'êtes pas sûr que votre corps est en mesure de gérer sans le moindre problème votre exposition à une substance potentiellement toxique, je vous conseille d'être prudent. Autrement dit, je vous recommande de ne pas jouer avec le feu tant que vous n'êtes pas sûr que vous ne pouvez pas vous brûler. La prudence est source de sécurité. Par conséquent, par prudence, il est plus sage de faire de son mieux pour éviter d'être exposé à du formaldéhyde exogène. À titre d'information, voyons maintenant quelques sources d'exposition au formaldéhyde qui ne sont pas naturelles. On peut être exposé à du formaldéhyde par le relargage dans l'environnement du formaldéhyde présent dans des produits tels que des peintures, des tapis, des matériaux d'isolation, des bouteilles d'eau en plastique, des panneaux de bois agglomérés, etc. On peut être exposé à du formaldéhyde par libération de formaldéhyde contenu dans certains médicaments, produits cosmétiques, produits d'hygiène courants comme des shampoings, etc. On peut être exposé à du formaldéhyde à la suite d'une contamination d'aliments par une forme ou une autre de formaldéhyde issue de manipulation industrielle. On peut être exposé à du formaldéhyde par l'oxydation photochimique de composés organiques volatiles d'origine non naturelle. Et on peut aussi être exposé à du formaldéhyde
par le biais de toute forme de combustion, que ce soit par des incinérateurs de déchets, par des centrales énergétiques, par des technologies de chauffage de bâtiments, par l'utilisation d'encens, par le tabagisme, y compris celui dit passif, etc., etc. Mais aussi par la cuisson des aliments. Et c'est d'ailleurs une raison qui se rajoute à toutes les raisons nutritionnelles qui font que manger totalement cru, ou du moins majoritairement cru, est meilleur pour la santé. Je vous ai cité quelques sources et quelques produits, mais je suis très loin de tout vous avoir cité. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des recherches détaillées afin d'en apprendre plus, dans le but d'affiner vos choix de consommation pour améliorer votre mode de vie, dans le but d'être le moins exposé possible au formaldéhyde de nature exogène. Voyons maintenant quelques risques potentiels qu'une exposition au formaldéhyde peut causer. Lorsqu'il est inhalé, le formaldéhyde peut être fortement irritant pour les voies respiratoires supérieures et pour les yeux. Il a déjà été signalé la présence d'une irritation des yeux, du nez et de la gorge qui était liée à du formaldéhyde. Par exemple, une exposition à 50 ppm et plus peut provoquer de graves lésions de l'appareil respiratoire telles qu'une pneumonie et un œdème pulmonaire. De plus, des réactions produites sur la muqueuse nasale peuvent potentiellement être à l'origine de cancers du nasopharynx, aussi appelé rhinopharynx. Ceci dit, ce risque potentiel concerne surtout les personnes qui sont exposées à des concentrations relativement élevées de formaldéhyde au sein de leurs activités professionnelles. En effet, ce risque lié à l'inhalation de formaldéhyde est jugé comme étant négligeable par l'ANSES pour des teneurs qui sont inférieures à 300 microgrammes par mètre cube. Il semble que c'est une valeur en microgrammes par mètre cube que les autorités en question dans le domaine pensent qu'elle serait exceptionnelle si elle devait exister un jour quelque part dans la sphère privée vis-à-vis du relargage avéré et connu du formaldéhyde dans les logements, les écoles, les bureaux professionnels, etc. Un relargage de formaldéhyde dans ces lieux qui, je le rappelle, est lié à divers matériaux utilisés dans du matériel de décoration ou des objets du quotidien, comme par exemple des cols à tapisserie, des cols à bois de panneaux en aggloméré, des peintures, des produits de nettoyage ménager, etc. Ceci dit, par principe de précaution, mieux vaut être entouré avec le plus possible de matériaux sains et utiliser l'astuce végétale dont je vous parlerai un peu plus loin. Une exposition cutanée au formaldéhyde présent dans l'eau, et ce à des niveaux élevés, a déjà causé, là aussi, des irritations. Une anémie hémolytique s'est déjà manifestée chez des dialysés après contamination de l'eau de dialyse par du formaldéhyde. Dans ce cas-ci, les sources principales de la contamination étaient les solutions de formaldéhyde qui étaient utilisées pour stériliser les filtres de dialyse, ainsi que le formaldéhyde qui provenait des filtres à eau, puisque ces filtres contenaient des fibres de coton liées par des résines de mélamine, des résines pouvant contenir du formaldéhyde. L'ingestion de formol, c'est-à-dire l'ingestion d'une solution aqueuse qui contient du formaldéhyde, peut entraîner l'inflammation des parois de la bouche, de la gorge, du tractus gastro-intestinal, ainsi que parfois l'ulcération et la nécrose de l'épithélium des muqueuses du tractus gastro-intestinal, avec comme conséquence possible des dommages rénaux et un collapsus cardiovasculaire pouvant entraîner la mort. Si vous vous dites qu'il est impossible d'ingérer du formol, c'est-à-dire du formaldéhyde sous forme liquide, détrompez-vous, c'est plus commun qu'il n'y paraît. Par exemple, certains bains de bouche actuels contiennent du formaldéhyde. Avez-vous déjà entendu des personnes vous dire de placer une substance sous la langue, un médicament ou des vitamines par exemple, afin que la substance soit mieux assimilée par votre corps pour telle ou telle raison? Beaucoup de personnes l'ont déjà entendu, il y a des raisons à cela. Des raisons qui prennent en compte que diverses zones de la bouche ont une capacité d'absorption. Il convient aussi de savoir que les gencives, tout comme l'intérieur de vos joues, sont des muqueuses qui peuvent également absorber des substances présentes dans la bouche, y compris donc le formaldéhyde présent dans des bains de bouche. Ceci en plus du fait qu'une substance présente dans la bouche peut descendre naturellement dans votre organisme par la gorge. Et puis il y a aussi la déglutition. Donc attention par exemple aux bains de bouche si vous en prenez. À ce propos, il existe aujourd'hui des substances très puissantes, également antibactériennes, qui sont sans danger pour le corps et qui peuvent être utilisées de façon très efficace en tant que bain de bouche. Avec ces substances, vous pouvez fabriquer vous-même et en quelques secondes des bains de bouche très puissants qui ne comportent aucune substance
indésirable car potentiellement toxique pour votre organisme. Mais comme ce n'est pas le sujet ici, continuons. La pneumonie, la néphrite hémorragique et l'avortement sont d'autres risques potentiels qui sont associés à l'ingestion de formol, c'est-à-dire donc de formaldéhyde dilué dans une solution aqueuse. Le formaldéhyde est classé en tant que cancérigène certain pour l'homme par le CIRS, qui est le Centre international de recherche sur le cancer. Je ne continue pas la liste des risques potentiels que peut engendrer le formaldéhyde s'il est présent dans le corps dans des quantités qui dépassent la capacité de traitement du corps, parce que je pense que vous avez maintenant assez d'informations pour être en mesure de comprendre pourquoi de nombreuses personnes cherchent à réduire leur exposition au formaldéhyde. L'être humain ne pouvant pas savoir, de base, à quelle quantité de formaldéhyde il est exposé à chaque instant, il est donc préférable, en conséquence, de se donner la possibilité que le mécanisme naturel de gestion du formaldéhyde dans le corps ne se retrouve pas en incapacité temporaire de gérer chaque molécule de formaldéhyde parce qu'il y en a trop à gérer à la fois à un moment donné, et ce afin de ne pas s'exposer au risque de subir des troubles de santé pouvant être potentiellement très graves. Actuellement, à la vue de la physiologie humaine de base, qu'ont généralement les êtres humains à la naissance, il me semble que la question ne se poserait pas du tout si l'être humain était exposé uniquement à la présence de formaldéhyde naturel. Mais comme il y a maintenant un taux d'exposition potentiel qui dépasse le taux naturel par défaut, du fait que l'être humain s'est mis à utiliser industriellement du formaldéhyde, il convient donc désormais, à mon avis, de faire tout son possible pour y être exposé le moins possible. Il y aurait encore beaucoup à dire. Par exemple, j'ai parlé du formaldéhyde, mais je n'ai que très peu parlé des formes dérivées du formaldéhyde. Il y a pourtant là des questions importantes qui peuvent se poser. Par exemple, est-ce que le corps sait traiter les formes dérivées du formaldéhyde comme il sait traiter le formaldéhyde exogène de forme simple, quand il n'est pas en excès, ou ne sait-il pas les traiter en raison des modifications apportées au formaldéhyde simple? Le formaldéhyde est-il plus dangereux dans ses formes dérivées que dans sa forme simple, etc. Je vous laisse continuer vos recherches si cela vous intéresse. Par principe de précaution, je vous invite à éviter au maximum tout ce qui peut contenir du formaldéhyde. Les éviter nécessite de s'informer sur la composition et ou sur le procédé de fabrication de chacun des produits que vous achetez, quelle que soit la nature du produit en question, et ceci dans le but de faire des choix de consommation qui servent au mieux votre santé. Les bouteilles en plastique, que ce soit des bouteilles pour de l'eau ou pour d'autres liquides, sachant qu'elles sont une source de contamination potentielle par le formaldéhyde, c'est donc en toute logique que je vous recommande de les éviter autant que faire se peut. Si vous voulez acheter de l'eau en bouteille, je vous recommande d'acheter de l'eau en bouteille dont la bouteille est en verre, par exemple. Mais je vous recommande surtout d'avoir de l'eau distillée, faite maison, par vous-même, que vous pouvez conserver dans des récipients comme le verre, c'est-à-dire des récipients qui ne contiennent pas de substances potentiellement toxiques. Vous pouvez aussi avoir des récipients qui sont en verre ou dans des matériaux qui ne comportent pas de substances potentiellement toxiques pour transporter de l'eau pure lors d'une balade, pour le sport, lors de vos activités professionnelles, etc. Bien sûr, il s'agit de faire au mieux. Parfois, quand on n'a pas le choix, on doit s'adapter. Dans ce domaine, la priorité doit toujours aller à l'hydratation. Donc si vous n'avez pas le choix, faites au mieux. L'eau du robinet, c'est mieux que d'être déshydraté. L'eau en bouteille plastique, c'est mieux que l'eau du robinet en termes de qualité et d'impact sur la santé. L'eau dans des bouteilles en verre, c'est mieux que de l'eau dans des bouteilles en plastique. Et l'eau distillée pure, qui est faite maison et contenue dans des récipients en verre, c'est la meilleure solution de toutes, tant pour la santé que pour l'écologie. Si vous ne vivez pas entouré uniquement de matériaux naturels non traités, pour contrer la pollution de formaldéhyde par relargage dans un environnement intérieur, il existe des plantes qui permettent d'absorber des quantités non négligeables de formaldéhyde. Alors c'est tout un domaine en soi qui concerne ce que l'on nomme les plantes dépolluantes. Ce qu'on appelle des plantes dépolluantes, ce sont des plantes dont l'étude a permis de définir qu'elles possèdent des caractéristiques très spécifiques, à savoir qu'elles épurent l'environnement du lieu où elles se trouvent de toutes sortes de substances potentiellement toxiques pour l'être humain. Il y a plusieurs plantes qui peuvent absorber le formaldéhyde et donc diminuer sérieusement votre exposition à cette substance potentiellement toxique.
avoir des plantes dans son lieu de vie a de multiples intérêts, pas juste un seul. Les bienfaits qui sont issus de la présence de plantes dans l'intérieur d'un lieu sont vraiment nombreux. Au-delà de l'embellissement du lieu, tous les végétaux peuvent vraiment jouer un rôle essentiel dans le bien-être. Déjà parce qu'en premier lieu, certaines études ont démontré que l'air d'une maison, d'un appartement ou encore d'un bureau professionnel est généralement plus pollué que l'air extérieur. Les concentrations de composés organiques volatiles qui y sont dégagées sont en effet plus élevées dans l'air intérieur d'un lieu que dans l'air extérieur. Ceci est lié au type de matériaux et au type d'objet du lieu. Certaines plantes ont vraiment de sérieuses caractéristiques qui les rendent dépolluantes, autrement dit purificatrices. Les plantes dites d'intérieur agissent à la manière de filtres atmosphériques qui améliorent la qualité de l'air des milieux intérieurs. Une étude réalisée par la NASA a d'ailleurs indiqué qu'une seule plante en pot par tranche d'environ 10 mètres carrés d'espace, ou de 100 pieds carrés selon votre unité de mesure, suffit à nettoyer l'air de cette surface des polluants qui s'y trouvent. La présence de plantes d'intérieur permet aussi la possibilité de réaliser des économies d'énergie en utilisant des végétaux qui ont un effet modérateur sur la température. Par exemple, certaines plantes d'intérieur peuvent réduire la température d'une pièce et maintenir dans celle-ci une humidité relative de l'ordre de 30 à 60%, ce qui semble être recommandé tant pour la santé que pour un confort optimal. D'autres recherches ont mentionné le fait que les plantes d'intérieur peuvent participer à augmenter le sentiment de bonheur et de bien-être. D'ailleurs, j'ai déjà entendu une personne au Canada partager le fait qu'à chaque fois qu'elle ne se sentait pas très bien, elle allait acheter une plante pour son lieu de vie. Elle a fait ça de façon habituelle pendant au moins 1 an. Et je dois dire que son lieu de vie, pour l'avoir vu, il était vraiment très beau et très agréable avec toutes ces plantes. Et je dis bien toutes ces plantes parce qu'il y en avait vraiment un grand nombre, mais elles étaient toutes très bien agencées. On peut ressentir que ça change l'ambiance d'un lieu. Alors je ne doute pas du tout que cela avait un impact sérieusement positif sur son humeur. Bien sûr, vous pouvez aller marcher dans la nature, par exemple pour vous aider à vous éclaircir les idées par la réflexion, tout en vous déstressant physiquement par une activité douce. Mais en rentrant chez soi, si l'intérieur de son lieu de vie est embelli par la présence de plantes, je pense que cela peut aider à entretenir l'état agréable que votre marche dans la nature peut vous avoir procuré. Beaucoup d'informations qui portent sur les nombreux bienfaits qui sont générés par les végétaux d'ornement sur la santé humaine et sur la qualité de l'environnement de vie ont été répertoriées dans une revue de littérature scientifique qui rassemble plus de 160 études scientifiques. Cette revue, elle avait été produite par le centre George Morris au Canada. C'était un centre de recherche agroalimentaire indépendant situé à Guelph, en Ontario. Cet organisme a cessé son activité, mais le Collège d'agriculture de l'Ontario, qui est situé à l'université de Guelph, est censé avoir pris le relais. Je vous indique cela au cas où vous voudriez spécifiquement trouver cette revue. Ces informations peuvent vous y aider. Cependant, si vous ne la trouvez pas, cette revue, vous pouvez toujours trouver ces études, et probablement bien d'autres études, en faisant des recherches là où on peut trouver des études sur le sujet. Tout ceci pour vous dire que les bienfaits qui sont liés à la présence de végétaux dans un environnement intérieur sont des bienfaits qui sont très sérieux et que ce sont des bienfaits qui vont au-delà de la simple purification d'un lieu. C'est un sujet sur lequel il y aurait encore beaucoup à dire. Si le sujet des plantes dépolluantes vous intéresse, je vous mets en barre d'informations des liens par lesquels vous pouvez passer pour vous procurer des livres de référence qui traitent du sujet des plantes dépolluantes. Et si vous voulez également obtenir une eau pure, saine et qui est sûre pour la santé, je vous mets également dans la barre d'informations qui est située sous cette vidéo un lien vers la solution que je vous propose dans ce but. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler à ce propos dans cette vidéo. Je vous dis à plus tard!